vous pouvez compter, ils sont bien neufs. Rassurez-vous, personne n'a été oublié sur la photomontage du générique. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Au nom de 250 millions d'habitants, 9 chefs d'État et de gouvernement vont donc discuter pendant 2 jours à Paris. 3 ans après le rendez-vous de La Haye, le nouveau sommet européen qui s'ouvrira demain matin est un événement assurément capital pour l'avenir de l'Europe. L'essentiel de ce journal, vous vous en doutiez, y sera d'ailleurs consacré. C'est le président Pompidou, je vous le rappelle, qui est à l'origine de cette conférence au sommet. Et s'il a tenu à ce qu'elle se déroule à Paris, c'est certainement qu'il en attend beaucoup. Le chef de l'État a bien voulu répondre ce soir à 2 questions de Michel Péricard. 2 questions et 2 réponses qui situent l'importance de ce sommet pour les Français. Monsieur le Président, demain va s'ouvrir cette conférence au sommet que vous aviez laissé prévoir le 18 août 1971, au lendemain de ce que l'on a appelé la crise du dollar. La tenue de cette rencontre au sommet a connu diverses péripéties. C'est pourquoi il nous a semblé utile aujourd'hui de vous demander de nous rappeler les raisons qui vous ont finalement décidé à inviter vos 8 partenaires. Comme vous le disiez, lorsque j'ai parlé pour la première fois d'une conférence au sommet, c'était dans le cadre de la crise monétaire provoquée par les décisions américaines du 15 août 1971. Depuis, beaucoup de choses se sont passées. À un moment donné, on a pu craindre, et je l'ai dit, que cette conférence prit un caractère purement formel. En même temps, d'ailleurs, on pouvait se demander si le moment était bien choisi, ne serait-ce que parce qu'un certain nombre des pays concernés se trouvent en situation électorale ou préélectorale. En réalité, les contacts très nombreux qui ont eu depuis plusieurs mois et dans les dernières semaines ont montré que chacun était parfaitement décidé à faire de ce sommet un acte concret et positif. Et c'est pourquoi j'ai confirmé l'invitation aux chefs de gouvernement des 8 autres pays qui l'ont unanimement accepté et sans aucune réserve. La convocation de 9 responsables européens politiques au plus haut niveau est un fait exceptionnel. 3 de ces responsables sont nouveaux dans la communauté européenne. Est-ce qu'il est possible ce soir de vous demander ce que vous attendez de cette conférence? Vous l'avez dit, demain et après-demain vont se trouver réunis à Paris les principaux responsables de tous les pays de la communauté, y compris les nouveaux adhérents, Danemark, Irlande et Grande-Bretagne. Le fait est important en lui-même, ne serait-ce que parce qu'il matérialise dans les faits ce grand événement qui est l'entrée de la Grande-Bretagne dans l'Europe. Mais j'espère fermement que nous ne nous bornerons pas à enregistrer en quelque sorte les traités d'adhésion et que nous nous préoccuperons d'une part de faire un certain nombre de pas en avant concrets et d'autre part de progresser dans ce que j'appellerais la définition des lignes générales de l'avenir européen. Faire de l'Europe une réalité, ayant sa personnalité, son indépendance, ses propres positions sur les problèmes internationaux, résolu à revendiquer le droit et à s'imposer la règle de parler d'une même voix dans les grandes négociations monétaires, commerciales qui s'annoncent, déterminer ses conceptions originales en matière de progrès social, comme dans la détermination d'une civilisation européenne originale, moderne, humaine, une civilisation d'hommes libres, tout cela constitue des objectifs ambitieux et je pense que notre réunion devrait nous permettre de nous en rapprocher. Et puis de surcroît, bien entendu, il y aura lieu de prendre un certain nombre de décisions précises dans différents domaines afin de créer une politique européenne étroitement concertée dans les domaines économiques, monétaires, social, et la liste n'est pas limitative. Et c'est pourquoi j'adresse de tout cœur mes souhaits de bienvenue aux chefs de gouvernement de pays qui sont nos voisins, nos amis, nos partenaires, et j'émets le vœu que le peuple français prenne conscience
de l'honneur que constitue pour Paris le fait d'avoir été choisi comme siège de la première conférence au sommet de la communauté élargie. Oui, en d'autres termes, le président de la République demande aux automobilistes parisiens de garder le sourire dans les embouteillages provoqués dès aujourd'hui par l'arrivée des délégations officielles. Demain et après-demain encore, évitez dans toute la mesure du possible de passer en voiture à proximité du Trocadéro et de l'avenue des Champs-Élysées. C'est le Premier ministre, Pierre Messmer, qui est allé accueillir à Orly les chefs de gouvernement de l'Europe élargie. Monsieur Lynch, Irlande, était arrivé le premier hier soir. Le chancelier Brandt, Allemagne de l'Ouest, est arrivé le dernier en fin d'après-midi. Le premier venu à Paris a été hier soir déjà le Premier ministre d'Irlande, M. Jack Lynch. M. Lynch, qui était accompagné de son épouse, a sans doute voulu profiter de 24 heures de liberté dans notre capitale avant de plonger dans les affaires sérieuses. Pour la nouvelle adhérente qu'est l'Irlande, ce sommet est en quelque sorte son premier banquet politique avec ses nouveaux partenaires européens. M. Lynch souhaite d'autant plus le succès du sommet qu'il estime que le marché commun peut être un facteur de rapprochement entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud. C'est ce qu'il a dit aujourd'hui au cours d'un déjeuner. Tous les autres chefs de délégation sont arrivés cet après-midi. Messieurs les Anglais, soyez les premiers. Le premier Britannique, M. Heath, est arrivé le premier à Orly où il a été accueilli par M. Messmer. M. Messmer accueillera ainsi 6 chefs de gouvernement. Depuis l'époque de Metternich, dans la première moitié du 19e siècle, jamais autant de chefs d'État, ils sont 9, ne se sont ainsi réunis en temps de paix. Cette fois, la puissance invitante est la France. L'événement est en lui-même historique, même si, comme l'a dit récemment M. Pompidou, il ne sera pas un tournant de l'histoire. Il sera en tout cas un grand moment de l'histoire de l'Europe. Et pour l'Angleterre de M. Heath, ce sommet consacre sa grande enquête dans le marché. Deuxième arrivée, celle du Premier ministre hollandais, M. Biesheuvel, le plus grand, 1,97 m, le représentant d'un pays sans doute le plus ardemment européen. M. Biesheuvel affronte des élections générales dans un mois en Hollande. Il souhaite naturellement, en rentrant de Paris, présenter à ses électeurs des résultats positifs. Puis ce fut le tour du Danois, M. Jorgensen, à 50 ans, le benjamin du sommet et le novice puisqu'il n'est Premier ministre que depuis 15 jours, après avoir succédé à M. Krag, qui lui a tendu le relais en lui laissant en héritage le oui des Danois à l'Europe. Pour cet ancien ouvrier et chef syndicaliste, ce sommet est l'occasion de ses premiers pas sur la scène politique internationale, parmi les grands de l'Europe occidentale. Vous l'avez reconnu à l'hymne, c'est M. Andreotti, le Premier ministre italien. Comme les Britanniques, les Irlandais, M. Andreotti attend beaucoup de ce sommet sur le plan de la politique régionale, mais aussi sur le plan monétaire. M. Andreotti est bien placé pour connaître les bienfaits d'une politique monétaire commune, puisque cet été, le secours des banques centrales de ses partenaires du marché commun lui a permis d'éviter une dévaluation de la lire. Entre M. Andreotti et le luxembourgeois Werner, le président de la commission du marché commun, M. Mansholt, a été accueilli par M. Schuman, mais sans protocole car il n'a pas le rang de chef d'État. Peut-être en ira-t-il différemment un jour, l'histoire le dira. Puis ce fut le tour de M. Werner, Premier ministre du Luxembourg. M. Werner joue du piano avec talent, mais il manie les chiffres et les statistiques avec autant de brio. Il est un expert monétaire. Il a donné son nom à un plan d'unification monétaire de l'Europe avant 1980, le plan Werner. Le défilé des chefs d'État cet après-midi avait commencé avec celui d'un grand de l'Europe, M. Heath. Il a été clos par celui d'un autre grand de l'Europe, M. Brandt. M. Brandt arrive avec 2 projets en poche, un mémorandum sur l'Europe sociale. Peut-être que le projet allemand se conjuguera avec le projet social européen que M. Messmer doit présenter à nos partenaires au cours du sommet. Et il arrive avec un plan de lutte contre l'inflation. Le Premier ministre belge, M. Eskens, lui, est arrivé. Il est arrivé à l'heure qu'il est, en train, à la gare du Nord. Les derniers préparatifs sont maintenant terminés, avenue Kléber. On a apporté hier et ce matin les chaises et les tables où vont travailler pendant 2 jours quelques 100 personnes. Dès hier soir, nous vous avons fait visiter les installations du Centre de conférence internationale. Alain Fernbach vous attend maintenant dans le studio de télévision aménagé spécialement pour ce sommet européen. Alain Fernbach. Voici pour la première fois en direct la salle des conférences de l'Hôtel Majestic où demain matin seront réunis les chefs d'État et de gouvernement de l'Europe des 9
Pour vous présenter cette salle, je me suis permis de m'asseoir à la place de M. Heath, le Premier ministre britannique. En face de M. Heath, M. Pompidou, président de la République, qui présidera cette séance. Il sera entouré de M. Mesmer, Schuman et Giscard d'Estaing. À la droite de M. Pompidou, l'Irlande et l'Italie. À sa gauche, la République fédérale d'Allemagne et le Danemark. À ma droite, ou plutôt à la droite de M. Heath, la Belgique. À la gauche de M. Heath, les Pays-Bas et le Luxembourg. Les autres chaises que vous voyez dans cette salle seront occupées par les conseillers techniques des différentes délégations. Et au fond de cette salle de conférence, dans l'ombre, les cabines des interprètes. En effet, les interventions de chaque orateur seront traduites simultanément en 6 langues. 900 journalistes suivront les travaux de cette conférence au sommet. Des installations très modernes et très fonctionnelles ont été mises à leur disposition. La preuve, la salle de presse numéro 8, où chaque jour, les porte-paroles des différentes délégations feront des comptes rendus pour la France. Monsieur Leca, et vous voyez déjà des journalistes sont dans cette salle. Les journalistes venus du monde entier auront à leur disposition des téléphones, des téléscripteurs, des Bellino et aussi des studios de radio et de télévision. Nous allons voir un des studios de télévision couleur. D'ailleurs, chaque jour, d'un de ces studios, pour nos éditions de 24 heures sur la une, nous vous ferons des comptes rendus. Ces studios seront également à la disposition de nos confrères étrangers. Ils sont meublés par le Mobilier de France, le service design, et décorés par les arts décoratifs et le musée moderne. Ainsi, nos confrères étrangers auront une vue de l'avant-garde de l'art français. Voici donc un rapide tour d'horizon, une rapide visite des 3 lieux de la conférence que vous verrez le plus souvent sur vos images. Mais dès demain matin, en direct, vous retrouverez cette salle, mais cette fois avec les 9 chefs d'État et de gouvernement de l'Europe des 6. L'hôtel Majestic, 24 heures sur la une. Il est difficile et dangereux de se livrer à des spéculations à la veille de l'ouverture du sommet. Chacun des 9 participants va aborder la conférence avec son propre dossier, ses espoirs, ses préoccupations. Le tout est de savoir si les intérêts personnels passeront finalement après ceux de la communauté. Et à cet égard, il est intéressant de situer l'Europe dans le monde par rapport aux autres grandes puissances. C'est en voyant les choses de cette façon que les participants au sommet de Paris auront peut-être les meilleures chances de s'entendre, Jean-François Robinet. « 253 millions d'Européens. Le 1er janvier 1973, la communauté européenne comptera 50 millions d'habitants de plus que les États-Unis et 9 millions de plus que l'Union soviétique. L'Europe des 9 sera la première puissance commerciale du monde. Si l'on prend les chiffres de ces 2 dernières années, le marché commun totalisera plus de 40% des exportations, contre 16% pour les États-Unis, 7% le Japon et 5% l'Union soviétique. L'Européen n'a certes pas encore atteint le niveau d'équipement de l'Américain, mais il s'en rapproche. Ainsi, les 9 ont en moyenne une voiture pour 4 habitants. Les États-Unis, une pour 2 habitants. Mais les Japonais n'en ont qu'une pour 10 et les Soviétiques, une pour 150. Dans la communauté élargie, le Britannique sera le meilleur téléspectateur, avec près d'1 récepteur pour 3 personnes. Mais la moyenne est de 1 poste pour 4 habitants. Et aux États-Unis, il y a 1 récepteur pour moins de 3 personnes. Certes, la comparaison avec les États-Unis n'est pas encore à l'avantage de l'Europe, mais les développements économiques ne se sont pas effectués de la même manière. L'Europe du traité de Rome, avec ses protections, a permis une expansion importante. Mais elle ne s'est pas produite sans une large ouverture sur l'extérieur. Et c'est ainsi que dès 1963, la communauté européenne a signé un accord d'association avec les pays africains dont elle avait auparavant la responsabilité. Depuis, les 6 ont accordé également des faveurs commerciales à certains pays riverains de la Méditerranée. Et finalement, l'on se trouve maintenant face à une série d'accords nombreux. L'on envisage de les remplacer par un accord global. L'idée d'une zone de libre-échange entre la communauté et les pays méditerranéens est lancée. Il faut noter un cas particulier, celui de l'Espagne, qui devrait un jour adhérer à la communauté. Pour l'instant, plusieurs pays membres s'opposent à la coopération avec son régime politique. Mais l'Europe occidentale, ce n'est pas seulement 9 pays. Et nos autres voisins, doivent-ils se trouver isolés?
Pour diverses raisons de voisinage, de neutralité, de retard économique, ils ne peuvent adhérer, du moins dans l'immédiat. Aussi, les 6, avec l'accord des candidats, leur ont proposé un accord d'association. Il a été signé en juillet 72 entre le marché commun et les 6 pays de l'ancienne Association européenne de libre-échange qui n'adhèrent pas. Cet accord prévoit le libre-échange des produits industriels, avec quelques exceptions pour des produits dits sensibles, et l'agriculture qui n'est pas concernée. Mais il est convenu de rechercher un développement harmonieux des échanges dans ce domaine. Voici, en fait, un marché unique à 16. De quoi inquiéter le second groupe commercial du monde, les États-Unis. En fait, c'est la crise de la balance des paiements qui a amené le président Nixon à prendre des mesures de protection. En août 71, ce fut le coup de poing. Surtaxe de 10% sur les importations non contingentées et décision de supprimer la convertibilité du dollar en or. Mais depuis, les choses se sont arrangées. Il y a eu la rencontre des Açores entre M. Nixon et Pompidou. M. Nixon a alors accepté la dévaluation du dollar. Mais en échange, les Américains ont demandé à Bruxelles un certain nombre de faveurs pour des produits agricoles américains sur le marché européen. Certaines leur ont été accordées, comme la diminution des droits de douane sur le tabac, sur les agrumes et le stockage des céréales destinés à régulariser le marché mondial. Il faudra aller plus loin, bien sûr. En 1973, de grandes négociations doivent s'ouvrir. On s'attend à un forcing américain, mais les 9 ont fait leur compte. Les États-Unis ont profité de l'expansion de l'Europe, où leurs investissements atteignent 27 milliards de dollars. Restent les rapports avec le tiers-monde et les pays de l'Est. Depuis 10 ans, les relations politiques avec l'Est ont évolué vers la détente, l'entente et la coopération, comme disait en 1966 le général de Gaulle. Jusqu'à présent, les relations économiques se situent sur un plan bilatéral. Mais à partir de 1973, les accords commerciaux se négocieront au niveau communautaire. Enfin, le tiers-monde, ce n'est pas seulement les États d'Afrique francophone ou ceux de la Méditerranée. C'est tout le monde de ceux qui sont en voie de développement, de ceux qui ont faim. La France, pour sa part, souhaite que la communauté européenne assume ses responsabilités, mais ce qu'elle voudrait aussi, c'est un meilleur équilibre des aides accordées par les pays industrialisés. Les grandes manœuvres diplomatiques de ces derniers mois sont autant de raisons de s'entendre pour les Européens, qu'il s'agisse du rapprochement sino-japonais ou de la liquidation du contentieux entre l'Union soviétique et les États-Unis. Comme un fait exprès, on a appris cet après-midi que Washington et Moscou ont conclu 2 accords portant sur le commerce et le règlement de la dette soviétique. D'ailleurs, aux États-Unis, on s'apprête à suivre avec une particulière attention les travaux de la conférence du sommet de Paris. Le gouvernement de Washington éprouve des sentiments quelque peu contradictoires. Les Américains, vous savez, ont toujours soutenu le principe de l'unification européenne. Ils ont favorisé, tant qu'ils ont pu, l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun. Ils ont soutenu cette idée d'intégration économique et politique de l'Europe. Eh bien, maintenant, justement, que l'Europe commence à devenir une réalité, on éprouve ici quelque inquiétude. On voit en effet cette Europe se poser maintenant en rivale, en concurrente des États-Unis, agrandir ses frontières, passer des accords préférentiels, des arrangements avec les pays voisins, avec les pays du monde méditerranéen, les pays africains, le Proche-Orient. Et c'est là justement où cette concurrence inquiète les Américains dans la mesure où elle s'oppose parfois à leur stratégie globale. Et puis, les Américains sont aussi déçus de voir que l'entrée de la Grande-Bretagne dans la communauté européenne n'a pas changé ce qu'on appelle ici la politique protectionniste et expansionniste de l'Europe. Évidemment, les idées de la France ne correspondent pas aux idées américaines en la matière. Cela, les Américains le savent. Mais l'Allemagne, l'Italie, le Benelux et évidemment la Grande-Bretagne passaient ici pour des soutiens fidèles de cette idée atlantique. Alors maintenant que les Américains sont confrontés avec la réalité, eh bien cela bouleverse précisément les idées reçues. Aussi, cette Europe qui est en train de voir le jour à Paris, cette Europe figure en bonne place sur l'agenda des préoccupations américaines. Le président Nixon, et c'est Henry Kissinger qui l'a dit lui-même, le président Nixon, une fois réglé le problème vietnamien, une fois terminé les élections, bien entendu, s'attaquera au rapport avec l'Europe, aux rapports économiques et commerciaux avec une Europe dont les formes seront peut-être un peu plus précises à partir de demain à Paris. Ouverture demain matin, donc, à 10 h, avenue Kléber, de cette conférence des 9 qui, avant même d'avoir commencé, suscite déjà beaucoup de commentaires. Du Conseil des ministres, qui a été essentiellement consacré ce matin à la préparation du sommet, on retiendra également la création d'un poste d'inspecteur des forces extérieures. Ce haut responsable militaire aura un pouvoir d'inspection permanent sur les forces françaises d'outre-mer et celles de métropole, équipées pour d'éventuelles interventions extérieures.
À moins d'un arrangement de dernière minute, il faut s'attendre à une réduction sensible du trafic de la SNCF après-demain, vendredi. 6 des 7 fédérations de cheminots ont en effet confirmé aujourd'hui la grève annoncée il y a quelques jours. Les syndicats se sont déclarés prêts à négocier dès que possible sur la base des propositions faites récemment à la direction. Or, le directeur de la SNCF a fait un pas vers l'apaisement cet après-midi en proposant l'étude d'un programme objectif, je le cite, conciliant le calendrier des améliorations sociales avec les possibilités économiques de l'entreprise. Mais je viens d'apprendre la réponse des syndicats. Elle est négative. Les syndicats de cheminots estiment que l'ouverture n'est pas suffisante et ils maintiennent donc leur consigne de grève pour vendredi. À 5 mois des élections législatives, les états-majors politiques ont trouvé un sujet de réflexion ce matin à la lecture du Figaro. C'est un sondage de la Sofres sur la façon dont les Français ont l'intention de voter. Ces 3 chiffres résument la photographie de l'opinion publique faite le mois dernier. Au premier tour des législatives, la majorité actuelle recueillerait 45% des voix, l'ensemble des partis de gauche 42% et les réformateurs 13%. Ce sont là des chiffres bruts. Joseph Poli, ils appellent quelques commentaires. Bien, la majorité qui va présenter au premier tour des prochaines élections législatives, à quelques exceptions près, un candidat unique, un candidat qui parlera au nom de l'UDR, des Républicains indépendants et des centristes de M. Duhamel, tient la tête, d'après ce sondage. Pour un premier sondage, c'est évidemment un bon résultat pour elle. Un résultat qui a surpris cette majorité. Elle ne se voyait pas aussi bien placée au premier tour. Car il s'agit là, il faut bien le préciser, d'un sondage portant sur les voix qu'obtiendraient au premier tour les différents partis, et non d'un sondage portant sur la composition de la future Assemblée nationale. Les socialistes et les communistes présenteront des candidats distincts au premier tour. Le sondage donne à ce bloc 42%. C'est un pourcentage également important. Il fait apparaître une certaine stabilité des voix de gauche. Les communistes, avec 22%, devancent pour l'instant les socialistes qui ont 20%. Rappelons qu'en 1967 et en 1968, lors des dernières élections, la gauche non communiste, avec le PSU, il est vrai, avait devancé la gauche communiste. Quant aux réformateurs, avec 13%, eh bien, ils ne partent pas comme ils l'auraient souhaité. M. Le Canuet avait obtenu 17% en 1965, lors des présidentielles, et M. Poher, 23% en 69, lors des dernières présidentielles. Alors, et le deuxième tour? Eh bien, le sondage de la Sofres Figaro a étudié ce qu'on appelle les transferts de voix, les fameux désistements. Et le résultat est très significatif. Lorsque les électeurs ont à choisir entre un communiste et un candidat de la majorité, eh bien les socialistes se divisent. 42% votent communistes, 36% votent pour la majorité, toujours d'après les sondages. Les réformateurs hésitent moins, 75% votent pour la majorité. Lorsque les électeurs ont à choisir entre un socialiste et un candidat de la majorité, les communistes n'hésitent pas. Ils votent socialiste à 84%. Les réformateurs, eux, se divisent, 40% pour les socialistes et 49% pour la majorité. Alors, quelle conclusion peut-on tirer? Eh bien, la dynamique, comme l'on dit, de l'union de la gauche, d'après ce sondage, n'a pas encore totalement porté ses fruits, puisqu'au deuxième tour, certains socialistes hésitent encore à voter communiste. Quant aux réformateurs, eh bien, ils sont proches de la majorité, mais ils ne veulent pas se couper des socialistes et rejettent les communistes. Précisément, M. Le Canuet, un des leaders du groupe des réformateurs, tenait cet après-midi une conférence de presse. C'était évidemment l'occasion de lui demander ce qu'il pensait des résultats de ce sondage et de l'appel qui lui a été en quelque sorte lancé hier soir à Europe 1 par M. Giscard d'Estaing. Jean Cauzec a posé ces questions à M. Le Canuet. Écoutez ses réponses. Selon ce sondage, pour 52% des Français, dans l'hypothèse d'une majorité aléatoire, les réformateurs s'agrégeraient plutôt à cette majorité sortante qu'à la gauche. Qu'en pensez-vous? Si on vous suivait, les élections seraient déjà terminées. Les sondages dont on vient de parler ne sont qu'un point de départ. En ce qui concerne notre participation à une majorité de demain, c'est aux Français d'en décider. C'est à eux, et je crois qu'ils le feront, de nous donner une force dans la prochaine Assemblée nationale telle qu'aucune majorité ne puisse se constituer sans nous. Mais je tiens à préciser que nous ne pourrions nous engager à soutenir un gouvernement que si l'on changeait profondément de politique. Je ne peux pas supporter, et mes amis n'acceptent pas, que la hausse des prix soit ce que nous connaissons. En 10 ans, 50% d'augmentation de hausse. Les salaires ouvriers en France, 30 à 40% plus bas que les salaires de leurs collègues en Allemagne de l'Ouest.
Les retraites vieillesse, elles sont de 25% plus faibles en France qu'en Hollande ou en Allemagne de l'Ouest. Je pourrais multiplier les exemples qui démontrent que la France est mal gérée, que nous sommes en pleine inflation et que par conséquent la justice sociale est méconnue et par conséquent un redressement s'impose. Ce redressement, nous sommes seuls capables d'en apporter la possibilité aux Français. Mais le centre de M. Giscard d'Estaing et celui des réformateurs pourront-ils un jour se superposer? Mais je constate que M. Giscard d'Estaing parle du centre depuis quelques semaines. C'est un hommage qu'il rend à ceux qui ont inventé le centrisme en France. Moi, je ne connais qu'un centrisme. C'est celui qui n'est lié ni au bloc de la gauche, inféodé au communisme, ni lié à l'UDR, qui porte les responsabilités considérables de la mauvaise gestion dont j'ai cité quelques exemples. Monsieur Arthur Comte a présidé ce matin une réunion des directeurs de l'ORTF. À propos des négociations actuellement en cours avec les syndicats, le président directeur général de l'Office a répété que les demandes de garantie visant à une plus grande qualité artistique, au plein épanouissement des qualifications professionnelles et donc à la mobilité de certains personnels sont étudiées avec la plus large ouverture d'esprit, mais qu'il n'acceptait aucune mise en cause des nouvelles structures définies par la loi. Dans son rapport sur les conséquences financières de la grève, M. Arthur Comte a fait remarquer, je le cite, que chaque jour de grève coûte au minimum 1 million de francs à l'Office. Je voudrais vous donner une nouvelle toute récente en tête de l'actualité étrangère. Il s'agit, je pense que vous êtes ici, oui, pardon. Il s'agit de la nouvelle suivante. Messieurs Brejnev, Kosygin et Podgorny se rendront en Égypte. Ils ont accepté l'invitation du président égyptien Sadat. C'est un résultat très important obtenu par M. Setki, le président du Conseil égyptien, qui vient précisément de se rendre à Moscou et qui en revient, il est rentré aujourd'hui au Caire. C'est sans doute à Saïgon que se trouve la clé de la négociation pour la paix au Vietnam. En tout cas, le dernier voyage de M. Kissinger, qui a quitté Paris hier pour la capitale sud-vietnamienne, semble bien le prouver. Le conseiller spécial de M. Nixon est allé voir le président Thieu pour lui demander probablement de bien vouloir assouplir sa position à l'égard d'un éventuel règlement politique et militaire avec les Nord-Vietnamiens. Ces derniers ont d'ailleurs jugé utile de tenir une conférence de presse cet après-midi à Paris pour tempérer très nettement les rumeurs de progrès vers la paix venues ces dernières semaines des États-Unis. Christian Bousquet a interrogé le porte-parole des Nord-Vietnamiens. Nous voudrions que la paix vienne le plus vite possible, mais malheureusement, la paix n'est pas encore venue et ce n'est pas notre faute. La faute incombe entièrement à la personne Nixon. Vous voyez, puisque les déclarations de M. Nixon ne contribuent pas à rétablir la paix. Au contraire, les déclarations de M. Nixon font des obstructions à la paix. Et sur le terrain, M. Nixon intensifie les actes de guerre. Mais si les Américains font certaines propositions, est-ce que vous êtes prêt vous-même à en faire d'autres? Si les Américains font preuve de bonne volonté, et s'ils avancent une position juste, raisonnable, alors la conférence pourrait progresser. M. Nixon devra répondre positivement au plan global, surtout aux deux programmes clés. Lesquels, pardon? C'est-à-dire les programmes militaires et politiques. Au moment où les Neuf s'apprêtent à consolider la communauté européenne à Paris, nous en avons largement parlé au début de ce journal, leur coopération dans le domaine technologique connaît de sérieuses difficultés. Les Allemands viennent d'annoncer en effet qu'ils renonçaient au programme de la fusée Europa. Mais il n'est pas certain que cet abandon soit définitif. Nous allons voir cela en détail avec Michel Chevalet, en revenant un peu en arrière d'ailleurs, c'est nécessaire. 1964, c'était l'apothéose soviétique, l'éveil de l'astronautique américaine et l'initiation des Européens à l'espace. 1964 voyait en effet la naissance de l'ELDO, autrement dit l'Europe des lanceurs. 8 pays européens décident en effet de tenter la grande aventure spatiale, de mettre en commun leurs moyens et leur potentiel pour construire une fusée. C'était le programme Europa, une tour de Babel technologique. Le premier étage était anglais, le deuxième français, le troisième allemand et finalement le satellite italien. Seulement, il a fallu 8 ans et 600 millions de francs pour construire cette tour de Babel technologique. Le résultat, au lieu de faire une fusée à 3 étages, les Européens ont fait 3 fusées à un seul étage. Bien sûr,
la mise à feu se solda par un échec. Voilà où en était encore hier l'Europe des lanceurs. Un malade, certes, mais un malade tout de même sur la voie de la guérison, puisqu'il a dans ses cartons le projet d'une superfusée Europa 3, nouvelle version de la défunte Europa 2. Et puis, ce fut la nouvelle du retrait de l'Allemagne des programmes européens. Les Allemands disent non aux lanceurs européens et oui à une collaboration avec les Américains sur la navette spatiale. Autant dire, dans ces conditions, que l'Europe spatiale est moribonde, que tous les programmes seront arrêtés, faute de crédit. La France, qui veut jouer jusqu'au bout la carte européenne, a donc sur les bras, d'une part, un projet de fusée, d'autre part, 2 satellites de télécommunications Symphonie, et enfin, un champ de tir, celui de Kourou, en Guyane. Seul espoir, dans ce sombre tableau, l'attente d'une éventuelle conférence spatiale européenne où l'on adopterait une position intermédiaire entre celle de la France et de l'Allemagne. Sinon, notre pays est condamné à faire cavalier seul dans l'espace. Reste encore à savoir s'il en aura les moyens. 2 questions que toutes les futures mères de famille se sont posées. Comment sauver les nouveau-nés qui ont un cœur mal formé? Comment leur assurer ensuite une vie normale? Eh bien, c'était le thème d'un colloque international que l'Association pour l'information cardiologique vient de réunir à Seilhac, dans le Loir-et-Cher. Un reportage de Pierre Bourget va vous montrer les progrès spectaculaires qui ont été accomplis dans ce domaine. Il est possible que les images d'une opération à cœur ouvert puissent gêner certains d'entre vous, alors à chacun d'apprécier s'il peut ou ne peut pas regarder. Chaque jour dans le monde, des chirurgiens réparent des cœurs d'enfants. Des cœurs qui, atteints d'un vice de conformation grave, ne peuvent pas fonctionner normalement. Les statistiques sont implacables. Un enfant sur 100 naît avec une malformation cardiaque qui, dans beaucoup de cas, compromet son potentiel vital quand elle ne l'expose pas à des accidents, parfois mortels. Pour ces enfants, une seule ressource, la réparation du muscle cardiaque ou des vaisseaux qui assurent la circulation du sang, et ceci dès les premiers mois de la vie, parfois même dans la première semaine de la vie. En 1972, il est devenu possible d'intervenir sur le cœur malformé d'enfants nés depuis moins de 15 jours. Il y a quelques années, cela n'aurait pas été possible. C'est devenu maintenant de pratique courante, comme on le voit ici, où des chirurgiens rétablissent sur un enfant de 21 mois une circulation sanguine normale, alors qu'il présentait à sa naissance une transposition des gros vaisseaux, la plus grave des atteintes cardiaques frappant les enfants bleus. Si les chirurgiens peuvent maintenant s'attaquer à des tout petits et particulièrement fragiles du fait de leur cardiopathie congénitale, c'est grâce, il faut bien le dire, à 2 progrès techniques. D'une part, la circulation extracorporelle a été perfectionnée. Ce cœur-poumon artificiel en usage courant depuis longtemps est maintenant adapté à des enfants de tout petit poids, de moins de 5 kg. Et d'autre part, aussi, à la naissance d'une technique nouvelle, l'hypothermie profonde, qui permet, en refroidissant le petit nourrisson à une température qui égale 20 degrés, de l'opérer sans dommage pour son rein, pour son cerveau, alors que le chirurgien va avoir un cœur privé de sang, immobile, et sur lequel il pourra travailler à son aise aux sutures les plus fines. Transformer un infirme cardiaque en sujet sain, tel est le résultat de cette chirurgie. En 1972, par conséquent, on peut dire que le bilan est extrêmement positif. Grâce aux progrès techniques dont je viens de vous parler, on peut espérer sauver un certain nombre de ces enfants qui étaient irrémédiablement condamnés, et on a l'espoir de leur voir mener par la suite une vie normale, très voisine de celle de leurs congénères. Un petit point noir, néanmoins, en France, c'est qu'il est bien évident que de telles indications d'exception chez les petits-enfants doivent être posées avec beaucoup de soin par une équipe médico-chirurgicale habituée à travailler ensemble et dans un même local. Et jusqu'à présent, malheureusement, ces conditions ne sont que exceptionnellement réalisées dans notre pays. Puisse cet appel du président de l'Association pour l'information cardiologique être entendu. Ah, si tout le monde pouvait avoir un cœur comme celui d'Eddy Merckx. Le champion belge effectue une série de tests en ce moment à Milan en vue de cette tentative contre le record de l'heure la semaine prochaine à Mexico. Jean-Michel Lelio est allé voir Eddy Merckx se préparer à Milan
Et il en rapporte l'impression que jamais peut-être un coureur ne s'était préparé avec autant de soin à une telle performance. Voyons ce reportage de Jean-Michel Lelieu à Milan. Mexico est à 2200 mètres d'altitude. Quelle perte de puissance peut accuser un athlète lorsqu'il respire un oxygène raréfié? C'est la question posée par Eddy Merckx au professeur Ciretelli, responsable de l'Institut physiologique milanais. Merckx est soumis à une série de tests comparatifs afin de mettre tous les atouts dans son jeu le 25 octobre prochain lors de sa tentative contre l'heure. Il s'agit de faire mieux que le Danois Ole Ritter qui a réussi, lui, 48 km 653 il y a 4 ans à Mexico. Le Belge a également fait construire un vélo spécial extraordinaire d'un poids de 5,5 kg par un artisan italien, Colnago. Colnago, il a fait vraiment un maximum pour fabriquer un vélo pareil parce que non seulement il est léger, mais seulement il y a une rigidité aussi. Alors je crois que vraiment on s'est cherché un maximum et vraiment il a fait un travail exceptionnel. Est-ce que vous avez collaboré tous les deux? Je ne parle pas évidemment de la prise des cotes idéales, etc. Il les avait, il vous connaissait, mais est-ce que vous avez aussi donné quelques idées techniques? Ben écoutez, les idées techniques, disons que... Vous avez comparé vos vues? Oui, bien sûr, on a comparé les vues, surtout du point de vue position et du point de vue angle du vélo. À ce moment-là, on a discuté à deux, mais pour le reste, c'est tout à fait Colnago qui l'a fait parce que vraiment, il est mieux quiconque. Oui, mieux placé. Mieux placé, oui. Colnago me disait tout à l'heure que ce vélo, il allait vous le donner, après le record, pour le mettre dans votre musée. Est-ce que vous allez le mettre dans le garage, comme ceux que vous avez déjà, ou ailleurs, chez vous? Parce que c'est quand même une pièce de musée. Ben écoutez, bien sûr que ce vélo, je tiendrai parce que ce sera un souvenir pour moi, bon ou mauvais, parce que pour l'instant, on ne le sait pas, mais de toute façon, c'est un vélo auquel je tiens et qui me servira peut-être pour la suite, pour faire des poursuites. Merckx a essayé 2 fois la bicyclette au Vigorelli de Milan afin de trouver la position idéale et apporter si besoin quelques modifications. Il s'envolera samedi après-midi pour le Mexique, muni d'un certificat médical favorable du professeur Ciretelli. Objectif, atteindre 49 km/h. S'il s'adapte à l'altitude, il doit les dépasser et confirmer ainsi ses ambitions, car jamais peut-être il n'a été aussi fort. Eh bien, nous verrons. À Télésport dimanche, vous verrez en tout cas un reportage plus complet sur cette préparation d'Eddy Merckx à la tentative contre le record de l'heure. Mesdames et messieurs, toute l'équipe de 24 heures sur la Une vous remercie d'avoir suivi ce journal qui était placé sous le signe de l'actualité européenne et c'est pour cela qu'il était un peu plus long que d'habitude. Bonsoir.